Bien le bonjour, chers amis, et bienvenue à la prescription. Et c'est Frédéric Lambert qui vous parle, comme d'habitude. J'espère que vous vous portez bien pour cette magnifique rentrée. Rentrée universitaire pour certains, rentrée scolaire pour certains de vos enfants aussi, ou simplement un retour à l'habitude. Aujourd'hui, j'ai une superbe conversation à vous offrir. C'est avec mon ami Pascale Lévesque. Ceux qui ont déjà écouté Médium Large la connaissent. En fait, physiquement, elle était toujours assise à côté de moi lorsqu'on enregistrait. Et on a passé de nombreux vendredis, en fait, pendant plus de 8 ans, à discuter ensemble de 1001 sujets. Et depuis que l'émission a été retirée de Radio-Canada, on s'était pas revus. Alors, il y a eu en plus la pandémie. Je pense que ça faisait environ 4 ans que je n'avais pas vu Pascale Lévesque en chair et en os. Et on a pris le temps de discuter. C'était vraiment chouette. Alors, laissez-moi vous la présenter. Journaliste diplômé de l'Université Laval, Pascale Lévesque quitte son Québec natal dès la fin de ses études pour travailler comme reporter culturel au Journal de Montréal. Sa carrière en presse écrite se poursuit à l'enseigne de ruefrontenac.com, mais elle fera rapidement sa marque comme critique et chroniqueuse culturelle et société à la radio ainsi qu'à la télé. En route vers mon premier gala à Vox, Puisqu'il faut se lever avec Paul Arcan au 98.5 FM Montréal, Médium Large avec Catherine Perrin sur Ici Première et Entrée principale avec André Robitaille à Radio-Canada, où elle a œuvré pendant plus de 6 ans, ne sont que quelques-uns des rendez-vous qui l'ont fait connaître du grand public. En 2021, elle signe son premier livre aux éditions de l'Homme, La route du fromage en grains, un guide qui fait squick squick, où elle explore le rapport entre cette particularité culinaire, la tradition, la vitalité du territoire, ainsi que la fierté des communautés. Elle sévit toujours sur les ondes d'Ici Première dans l'émission de Pénélope McQuaid et œuvre à la télévision et à la radio comme journaliste, recherchiste ou productrice pigiste. Elle est la productrice au contenu des 2 premières saisons de la nouvelle émission d'entrevue à Novo, Le fabuleux printemps de Marilyn. Et enfin, elle sera à la barre de la nouvelle émission Beau dans ma tête sur les ondes de Télé-Québec dès l'automne 2023. Et elle fait tout ça accompagnée de ses 2 magnifiques et fidèles petites chiennes prénommées Scarlett et Céleste cachées dans ses sacs. Voici ma conversation avec Pascale Lévesque. Pour opérer un peu, là. Oui. Puis je vais te le dire, je sais que c'est mal vu, mais j'haïs le transport en commun. OK. Tu sais, je sais que c'est bon. Est-ce que tu célèbres les critiques en ce moment du REM? Non, ça, je trouve ça con. Tu sais, mais Qu'est-ce que tu trouves con? Ben non, mais je trouve que, tu sais, je veux dire, on est tellement pressé que ça fonctionne parce que ça fait 7 ans qu'on attend, puis ça a été un projet controversé, puis tu sais, d'investissement privé, puis dans le fond, c'est juste qu'on est en retard, c'est quelque chose qui aurait dû être fait avant. Mm-hmm. Puis là, ben, on arrive à ça, fait que c'est pas des surprises qu'il y a des écueils. Mais fait que, tu sais, mais comme... Puis là, ça n'arrête pas, là. C'est comme à chaque jour, c'est un peu la nouvelle surprise que un couple a été pris. Mais donnez-le un break, là. Tu sais, je veux dire, c'est un beau projet. Oh oui. Mais tu sais, si un reproche à faire à tout ça, c'est qu'ils ont arrêté les lignes de bus. OK. Tu sais, les lignes de bus qui desservaient, dans le fond, qui sont dit la clientèle du REM va utiliser, OK, je comprends. Genre probablement pour maximiser leur investissement, mais être sûr qu'ils payent pour le REM, ben ils ont arrêté les lignes de bus, la 45, par exemple. Mais
pourquoi pas faire une transition smooth. Douce. Ouais, je comprends. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, moi, comme d'habitude, tu vois, là, je m'amène des notes. Parce que... Tu mets des vraies notes. Ben ouais, mais c'est genre, t'es surpris? Non, je suis pas surpris. C'est ça. Des fois, non. Ben, puis des fois, j'ai des gens qui arrivent ici qui ont rien sur eux. Ils ont rien. Puis c'est même, t'as-tu préparé ta prescription? Ça, ouais, dans ma tête, là, c'est correct. Je te wow. Moi, j'ai pas cette capacité-là de focus. D'ailleurs, c'est drôle, tu sais, puis j'ai encore les mêmes notes, mais j'ai toujours mon laptop parce que j'aime pas ça me baisser les yeux. Toi, t'as toujours eu ton papier et t'as toujours eu tes crayons. Mais là, c'est rare. Là. En fait, là, maintenant, quand je fais mes chroniques à Pénélope, j'ai mon laptop. OK. Ouais. Fait bon. que... Ah, t'as commencé ça, c'est le fun. Parce qu'à un moment donné, j'ai manqué d'encre. OK. Puis je suis arrivée à l'encre mauve. Puis après ça, l'encre rouge. Au lieu de manquer de batterie dans le laptop, il manquait d'encre, là, j'étais à bout. Il n'y avait pas de moyen. J'arrivais plus. Non, c'est sûr. Mais non, j'avais... Tu sais, non, je suis comme ça, là, tu sais. Ouais. Fait que... Mais c'est parce que si tu veux me parler des choses que je fais dans le show, c'est pas ma matière. Tu sais, je me vanterai jamais que c'est ma matière. Là, mais allons-y dans l'ordre, en fait, parce que là, cet automne, t'as un nouveau show qui wow, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? OK, c'est bon. T'as un nouveau show qui commence. Oui, attends un peu. Ah non, oublie ça. Ça marche pas, ça. Oublie ça. Il fonctionne pas très bien. Pour l'ajuster à la tête. Mon Dieu, t'es pas la première personne qui m'en parle. Faut que j'aille acheter une nouvelle paire. Ce sera pas possible de mettre ça. Tu voulais avoir l'air professionnel en ayant des écouteurs pour tout le monde? Non, c'est un kit que j'ai acheté. De quelqu'un? T'as acheté ça à... Non, j'ai acheté ça. C'est un kit Zoom complet que j'ai acheté justement sur... Attends, où c'est que j'ai acheté ça? En ligne. Tu sais, je me suis équipé, ça m'a coûté 400$. Mm-hmm. Puis je peux faire mon truc maintenant, puis me balader avec ça. C'est juste que c'est pas très confortable pour toi pour entendre. Mais t'es-tu correct sans... Ben oui, je suis bien correct, je suis pas traumatisée du tout. Moi, j'écoute le tout juste pour être certain. Oui, je comprends. Que la qualité sonore est au rendez-vous. Mm-hmm. Mais là, parlons de ton truc. Écoute, c'est quand même une des raisons... Entre autres, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ça, c'est vrai. Ça fait même... Non, mais on s'écrit de fois de temps en temps, mais en termes de se voir physiquement, je pense que ça fait années, presque. Ben oui, parce qu'on a continué à faire des chroniques ensemble le vendredi à la table culturelle, dans le temps où c'était Catherine Perrin, puis ça... Il y a eu Stéphane. Il y a eu Stéphane Bureau tout de suite après. Mais on est tombé en pleine pandémie, exact. En fait. Fait que dans les dernières fois, je te dirais que c'est pas mal 2019. Là. Ouais, parce qu'on se voyait sur écran, puis tout ça. Ouais. Puis, c'était comme un peu spécial. C'était spécial. Mais là, tu retournes en fait, tu vas avoir une émission qui s'appelle Beau dans ma tête, à Télé-Québec, qui commence cet automne. Ouais. Tu tripes-tu, tu capotes, c'est cool. Mais je capote, c'est vraiment cool. C'est un beau hasard, oui et non, d'une certaine manière. Là. Bon. OK, explique-moi un peu la genèse de tout ce projet. Mais la genèse de tout ça, c'est que je travaillais déjà avec le producteur Franck Fiorito pour mettre en projet télé mon livre sur le fromage en grains, la route du fromage en grains. OK. Puis, en même temps, lui, il y a une émission qui débloque à Télé-Québec. Il y en a plein d'autres. C'est Noble Productions, qui font des belles productions d'ailleurs. Puis, il dit « Ah, ça te tente-tu? Il me semble que je te verrais dans le rôle de journaliste. » Dans notre émission, c'est un show qui va poser un regard scientifique sur toute l'industrie du bien-être, parce qu'on nous promet toutes sortes de choses qui nous aident, tout ça, mais tu sais, il y a du bon puis il y a du mauvais dans ce qu'on nous propose sur les réseaux sociaux, sur les diverses plateformes, sur, tu sais, bref, dans les publicités, etc. Fait que, il dit, ça te tente-tu de faire l'audition pour être journaliste? Fait que je fais... Une audition, OK. Ouais, ben comme n'importe quoi, là. C'est-à-dire que c'est courant, là. Moi, tous les jobs que j'ai eus en radio ou en télé, il y a des auditions qui viennent avec ça. Là. Je te dis, il y a quelqu'un qui est derrière le micro, là, par exemple, là, mais il n'y a pas d'audition pour être chef recherchiste. Non, ça non. mais bref, fait que je fais l'audition, ça se passe bien. J'en fais une deuxième parce que, tu sais, comment ça se passe quand tu développes un show avec un diffuseur? Ben, il te demande de tester toutes sortes d'animateurs. Puis, bref, moi, pour tester un animateur, il manquait de chroniqueurs, journalistes. Fait que j'ai dit, bah oui, je vais te le faire. Je vais pour permettre à cette personne-là de passer son audition d'animateur-animatrice.
Puis finalement, ben, je suis ressortie du lot avec Martin Carly, avec qui je copilote cette émission. Martin Carly, qui est vulgarisateur scientifique, qu'on connaît bien à cause de Génial. Oui. Ben oui. Donc, ça a été clair après le travail d'audition, puis tout ça, que la tournure du show qui était souhaitée était en train de se prendre. C'est-à-dire que on voulait des questions qui étaient posées par des journalistes. Il y avait pas de flafla. C'était vraiment plus une méthode scientifique. Parce que le journalisme, c'est une méthode scientifique. Mm-hmm. Hein? On va à la quête, on a une hypothèse, on pose des questions, puis ça tourne, ça s'avère ou pas, tu sais. Mm-hmm. Fait que ça va bien avec le ton de l'émission. Fait que finalement, ben, je me suis retrouvée à avoir le contrat d'animation pour ce show-là. Avez-vous déjà enregistré pas mal de trucs? Oui, il nous reste une journée de tournage. Ouais. Puis là, c'est combien d'épisodes à peu près que vous sortez? C'est 12 épisodes. Moi, je fais des présentations en début d'émission, puis à la fin aussi avec Martin. Donc, on se pose des questions, puis après ça, on revient sur ce qu'on vient d'apprendre dans l'épisode. Moi, je fais 2 entrevues avec les meilleurs scientifiques de la recherche en neurosciences, en santé mentale, parce qu'il faut savoir que tout ce qui touche le bien-être, ça passe par le cerveau. C'est le cerveau qui gère. Donc, j'ai le droit à la crème de la crème parce que Montréal est une plateforme en recherche de santé mentale et neurosciences. Donc, c'est vraiment fantastique. Je dis Montréal, mais c'est le Québec au complet parce qu'on avait beaucoup de chercheurs de la ville de Québec aussi qui sont venus participer. Martin, lui, va faire un zoom, c'est-à-dire une espèce de capsule qui met l'accent sur une question en particulier par rapport à la thématique de l'émission. On a une psychologue en résidence qui s'appelle Laurie Zéphir, qui fait un peu à la manière de TikTok, tu sais, c'est-tu vrai, ça, docteur? Qui déboulonne des mythes, genre, c'est-tu vrai que les enfants sont plus sensibles au bruit qu'ils l'ont déjà été? OK. Ce genre de truc-là. Ce genre de truc-là. Puis on a 2 journalistes qui s'alternent le difficile mandat de faire des tests sur des choses qui existent, qui sont très accessibles et qui sont très tentantes. Qui nous sont proposés sur les diverses plateformes sociales. Mais donc, là, tu parles de programme. Est-ce qu'on parle, mettons, de produits, exemple, il va y avoir un spécial sur certaines formes de vitamines, je présume. Des fois, vous allez parler de traitements. Oui, c'est ça. C'est toutes des choses qu'on voit. Mais tu vois, je te donne un exemple. Avec Simon Coutu et Maïssa Ferrell, qui sont nos 2 journalistes là, qui vont tester des choses. Il y a beaucoup de tapage autour des douches froides, de prendre un bain très, très, très froid. Ouais, bon, ben, est-ce que à long terme, ça procure du bien-être? Ben, Simon, il l'a testé, tout ça, puis il a fait une entrevue avec un spécialiste. Puis, ben non. C'était pas super concluant pour lui? Ben, c'est pas concluant. La recherche démontre que c'est pas concluant à long terme. C'est bon pour toi dans l'immédiat. Il y a un bienfait spontané. Mais de dire que ça va améliorer ta santé au bout de 6 mois, c'est pas vrai. Ah non, je pense pas que ça améliore la santé, mais clairement, ça améliore ta vie au jour le jour, à te réveiller, à être actif, puis à être super... Oui. Comme je peux dire, avoir de l'énergie, ça te donne une énergie assez effrayante, devrais-je dire. Là. Mais ça, en termes de santé, d'amélioration, c'est clair que non. Il faut que tu te nourrisses bien. C'est ça. Il y a une prétention quand on parcourt ces diverses publications, notamment sur Instagram, parce que juste le fait d'avoir fait le sujet, j'ai reçu plein de contenu. Et il y a des promesses à long terme. Ah, OK, mais là, ça, non. Ça, non, c'est ça. Mais c'est justement ça le problème avec tous les mythes qu'on peut déboulonner, parce qu'il y a des promesses à long terme. Tu sais, la nature horreur du vide, c'est ce que je constate vraiment. Tu sais, c'est quelque chose que je pensais, mais à force de faire ces entrevues-là puis de traiter de divers sujets, les gens qui ont de la difficulté à accéder à des vrais professionnels vont se tourner vers justement ce truc-là. Oui, tout à fait. Fait que si on répond pas à nos questions puis qu'on est condescendant quand on a vraiment accès à un professionnel puis que cette personne-là dit « Mais voyons, vous avez pas googlé ça, ma petite madame? » Ouais, mais aujourd'hui, hélas, on est rendu tellement avec des outils. Tu sais, même moi, l'autre fois, j'étais chez mon médecin, j'avais quelque chose. Puis je fais je vais voir, mais j'ai dit, mon docteur de famille, je dis, je sais que vous serez pas content, mais
j'ai fait une petite recherche, j'ai dit, en effet, je suis pas content. Mais je dis, on peut-tu jouer au jeu que je pense que je sais c'est quoi que j'ai? Puis là, je lui ai dit, il a regardé, il disait, ouais, c'était ça. J'étais comme, yes! J'étais un peu content. Mais regarde, en même temps, il faut jouer fair avec ça. Faut pas essayer de se donner des autotraitements sans savoir nécessairement qu'est-ce qui se passe. Ça peut être dangereux. Là. Non, s'auto-traiter, c'est jamais une bonne idée, mais il faut quand même que le monde de la médecine s'adapte au fait que les gens sont capables de faire des recherches, de s'informer, puis c'est pas tout qui est mauvais, là. Tu sais, je veux dire, si on s'en va chercher sur Google Scholar, qui est la plateforme de recherche scientifique de Google, de ce moteur de recherche, ben, je veux dire, c'est pas des innocents, là. Non, puis aussi, tu sais, il y a des grosses modes. Justement, sûrement que tu as été obligé de faire des recherches là-dedans. T'as-tu écouté un peu le podcast de Uberman Lab? Ben, c'est justement pour les douches froides. C'est justement. Oui, mais c'est ça. Mais ce qu'on sait pas de cette personne-là, c'est que cette personne-là est spécialisée dans un domaine, a un PhD dans un domaine, mais zéro dans le domaine qui concerne les douches froides et les bains froids. Là. Sauf qu'est-ce qu'il fait? Moi, je l'ai écouté, son truc. Puis il amène toutes les citations des études qu'il prend. Et il dit tout le temps dans l'émission, il fait, encore une fois, je suis pas un spécialiste de cette affaire-là, je vous dis ce que moi j'ai lu, ce que je pense que c'est. Il propose des choses. Il est quand même bon. Il fait un bon travail. Mais c'est des communicateurs qui sont très habiles, puis c'est facile de se cacher derrière. Je fais que proposer, mais sachant très bien qu'en le suggérant, les gens l'adoptent. Il y a une manière de... Mais il dit constamment, par contre, je vais donner, il dit constamment, allez voir, avant de vous engager dans une telle démarche, allez voir un professionnel de la santé. Tu sais, il l'affirme quand même. Tu sais, il en a fait beaucoup... un de ses bons épisodes, je pense, le plus écouté à date, c'est celui sur l'alcool, qui est comme incroyable, qui est arrivé justement... En fait, l'épisode est arrivé 1 an avant qu'on sorte le documentaire de Hugo Meunier. Oui, qu'on peut plus voir nulle part. Étrange, hein, quand même. On voudrait pas être conspirationniste, mais c'est un peu spécial, cette affaire-là. Ben, on sait pas c'est quoi le fond de l'affaire, mais moi, j'ai fait une entrevue sur l'alcool, justement, avec un chimiste, Normand Boyer, qu'on connaît très bien, qui est vulgarisateur scientifique, qu'on peut voir de temps en temps à Infoman, justement, parce qu'il est très bon comme vulgarisateur scientifique. Mais l'entrevue était passionnante parce que j'ai vraiment vu concrètement les effets de l'alcool sur le cerveau. Mais que non seulement c'est pas bon dans l'immédiat, c'est-à-dire que c'est facile de dépasser les consommations que notre consommation devienne exagérée, puis là, il y a des effets immédiats de perte de mémoire, par exemple, avec l'anxiété qui vient avec. Mais à long terme, la consommation d'alcool régulière, limite exagérée, ben ça modifie ton cerveau. Oui, ça modifie plein de trucs. C'est ça. Puis ça a une incidence directe, par exemple, sur les maladies cardiovasculaires, mais aussi sur les facteurs de risque pour développer des démences comme l'Alzheimer. Oui. C'est tout relié, puis en plus, en tout cas, il y en aurait long à dire, on dérive un peu, puis c'est le fun, mais tu sais, ce sujet-là, il a passé... Moi, quand j'ai vu le film de Hugo Meunier, je tripais tellement. Parce que justement, j'avais déjà entendu d'autres études, d'autres histoires sur ça, puis je me disais, pourquoi c'est caché? Puis là, ça a éclaté, ça a sorti, mais ça n'a pas fait la bombe que j'ai souhaité. Je souhaitais tellement que ça soit plus fort que ça. J'espérais tellement que le monde se réveille, puis les gens l'ont écouté. Fini le film, ils ont fait, ouais, mais moi, j'aime ça. Oui, mais en fait... fini, tu sais. Non, mais en fait, c'est de faire des choix en connaissance de cause. C'est ça qui est important de retenir là-dedans. Ouais. Dans ce qu'on n'explique pas aux gens, puis qu'on les traite comme des enfants, par exemple, une attitude d'un professionnel de la santé qui te reçoit dans son cabinet, puis qu'il parle de ta santé, puis tout ça. Puis il n'y a pas possibilité de conversation avec parce qu'on se rebute au fait que tu as fait des recherches, par exemple. Mm-hmm. Mais, tu sais, on n'aime pas ça, se faire traiter comme des enfants. Puis quand on est en connaissance de cause, on a tout on a les infos pour prendre des décisions éclairées sur notre santé. Fait que je pense que c'est là où le documentaire du coup a fait œuvre utile, puis surtout que ça a permis aux gens de réaliser qu'Éduc Alcool, c'est pas un organisme indépendant, là, de... Oui, sauf que il y a rien... Le film, je pense, n'a pas changé grand-chose, à part, justement, la perception qu'on avait de Éduc Alcool. Mais il n'y a pas de réglementation gouvernementale qui embarque là-dedans ou qui essaie d'améliorer l'État, la province ou le pays, ou peu importe, t'sais. Moi, c'est là que je trouve que c'est intéressant, parce que c'est aussi nocif,
peut-être plus, on ne sait pas, je peux pas, c'est difficile à comprendre que la cigarette. Mais la cigarette, on a fait un super travail de société pour justement diminuer ça. Oui, mais la cigarette, je sais pas si tu te rappelles du problème de la cigarette, c'est que les cigarettiers mettaient des substances puis révélaient pas la recette. Oui. Puis c'est là-dessus qu'on pouvait pas prendre la décision en connaissance de cause. Mais une fois que ça s'était passé, la tolérance par rapport à ce produit-là a diminué là, drastiquement. Fumer aujourd'hui, c'est quand même compliqué. Là, non, mais on nous cachait des choses. Il y a eu des études. Mais c'est la même affaire que l'alcool. On nous cachait des choses. On nous cachait aussi vraiment des choses sur les vrais chiffres. T'sais. Mais sauf que là, en même temps, en parallèle, qu'il y a le documentaire d'Hugo Meunier sorti, ben, il y a eu les nouvelles recommandations de l'organisme qui fait des recommandations à Santé Canada de toute consommation peut être potentiellement nocive pour votre santé. C'est surtout ça qui a créé une onde de choc. Moins que le documentaire, mais je pense que les gens en sont plus conscients. Puis la mode des mocktails en est là pour, en témoigner. Là, puis toutes ces séries de boissons qui sont maintenant disponibles en épicerie, comme, on n'a pas le nommer, mais Atypique, la compagnie d'Étienne Oui, c'est vrai, oui. Mais il y a d'autres choses dans toutes ces boissons. Il faut bien compenser le plaisir quelque part. Puis le sucre, c'est pas bon pour la santé. Non, c'est ça. Non, mais c'est tout. C'est la dose qui fait le poison, Normand me disait, tu sais. Ouais. Fait que toute consommation. Tu sais, c'est sûr que, mettons, là, que les choux de Bruxelles, là, c'est très bon, là. Mais si je mange juste ça, là, puis que mon régime ne se compose que de choux de Bruxelles, là, à un moment donné, ça sera pas bon, là. Ça sera pas bon, mais c'est quand même mieux que si ton régime est seulement des chips, tu sais. Donc, à un moment donné, il faut que tu compares poison avec poison, ou même, mais non, mais t'as raison, là. Mais, tu sais, mais en même temps, c'est ça qui me rend débile avec le truc de la modération. Tu vois, les gens crient à la modération, mais je trouve ça tellement difficile à... Moi, je suis pas un gars modéré. Zéro dans la vie, tu sais. Je suis pas modéré. Tu donnais un défi durant la pandémie de faire du jogging, puis t'étais des zéro modéré. Je suis extreme, tu sais. Je suis pas modéré. Quand je pars. Puis je pars sur tout, tu sais. Des envolées, mettons, je me mets justement... Moi, je serais déjà en train de faire des choux de Bruxelles. Tu prends des choux de Bruxelles? Puis là, je vais commencer avec du beurre, avec de l'huile, avec ça. Puis j'ai toujours été ça. Puis, au fond, on essaie de dire à tout le monde d'être modéré, mais... Je sais pas, je la trouve bizarre cette affaire-là. Pour moi, puis moi j'ai adopté cette affaire-là, c'est soit j'arrête ou soit je suis full in. Tu sais, c'est vraiment ça. Je suis pas capable d'être au milieu. Je suis pas capable d'arrêter un instant. C'est trop de ça. Puis je sais qu'il y en a plein de gens comme ça, mais comment on joue avec ça, je sais pas. Moi, je suis plus à éviter. Toi, t'es modéré quand même. Toi, t'es une fille. Non, quand même pas. Mais sur certains aspects. Sur certains aspects, là, oui, c'est ça. Mais, tu sais, je veux dire, quand j'aime quelque chose, je vais le consommer jusqu'au bout, là. Tu sais, je vais aller au bout de la question, là. Fait que... Ouais, clairement, tu connais avec le fromage. Ben, non, mais c'est un peu ça, là. Tu sais, je veux dire, non, mais c'est quand même un projet, le livre de fromage en grains qui est parti de... D'où ça vient, ce Moses de fromage-là? Pourquoi c'est sur toutes nos Moses de comptoir? Quand le livre est sorti, j'étais là, oui. On était ensemble à Medium Large. Ça se passe assez bien. Il y a eu un bon bel accueil. Le livre a bien marché. Le livre a super bien marché. C'est un bon sujet. C'est un très bon sujet parce que personne n'avait pensé à le faire. Tout le monde mange ça, du fromage en grains. C'est le roi de la poutine. Pas de fromage en grains, pas de poutine. Mais moi, tous ces livres-là qui reflètent un côté de notre culture. Moi, un des cool livres, puis c'était vraiment un coffee table book, là, puis c'était pas explicatif, c'est vraiment un livre plus de photos. Je pense que c'était Judith. C'est quoi son nom? Judith, qui était à Radio-Canada, qui est un peu partout, qui était... Judith Lucier? Oui, avec son livre Dépanneur. Tu sais, ce livre-là? Oui. Il était tellement cool, ce livre-là. Puis je me souviens de me dire, hey, ça, c'est un témoin de notre société. Oui. Puis c'est un livre coloré, c'est un beau livre. Non, j'ai adoré ce livre-là, comme le livre sur le kitsch de Sébastien Diaz, même chose. Et moi, mon livre culte, là, que j'aurais voulu penser à le faire, c'est un peu l'inspiration derrière mon fromage en grains, mais c'est Moutarde Chou, qui est
Vraiment, là, c'est aux éditions Cardinal. Ça fait le tour des casse-croûtes mythiques de tout le Québec. Là, c'est-tu un genre de livre critique à dire non, est bon, ça là. raconte, ça va là, les gens de la place fréquentent ce casse-croûte-là. Puis il explique l'histoire du casse-croûte, puis il parle aux artisans ou aux cuisiniers ou aux propriétaires qui l'administrent dans le moment. Donc, par exemple, des Cannes, par exemple, chez Micheline à Saint-Augustin-de-Desmaures. C'est un vieux livre ou c'est... c'est un livre qui ça date de 10 ans. J'en avais parlé quand j'étais vadrouilleuse chez Paul Arcand. Fait qu'imagine, ça remonte à 2011, je pense. Ouais. OK, 2011, OK. Puis 2011-2012. L'affaire du fromage, comme tu dis, c'est un bon sujet, mais ton idée de base, c'était venu quoi? C'était-tu justement en allant au resto, en allant à une fromagerie, puis tu te dis... Ça serait intéressant qu'on sache un peu plus sur tout ça. Oui, c'est parti d'une curiosité parce que je fais de la route, parce que je fais toiletter mes chiens à Sherbrooke. J'avais de la famille là-bas. Il n'y a pas assez de bons lieux de toilettage à Montréal. Il faut aller à Sherbrooke. C'est dur de trouver des bons toiletteurs. Il y en a ici à côté sur Rachel. Qui ne stressent pas les chiens. Ça coûte plus cher à Montréal. OK. Mais le problème, c'est que Scarlett, mon plus vieux chien, s'est habitué à une certaine toiletteuse à Sherbrooke parce que je la faisais garder chez ma tante à l'époque avant qu'elle décède. Puis, toiletteuse, c'est son terme de travail à cette dame? Oui, mais moi, je l'appelle la coiffeuse des chiens. Je trouve ça plus drôle. Ouais. Mais bref, Scarlett s'est habituée à cette femme-là. J'ai essayé de l'amener dans d'autres toiletteurs ici, puis elle stressait, elle faisait caca sur les tables, tu sais, non. Fait que puis j'aime bien la méthode de la dame, c'est-à-dire qu'elle les prend tout au début de la journée, tous les chiens, puis elle respecte leur rythme. Fait que si le chien est plus capable de se faire brosser ou de se faire tondre, elle fait comme, on va lui donner un break, puis on va prendre un autre chien, tu sais. Okay. Fait que ça respecte le chien, puis honnêtement, je suis restée parce qu'elle est tellement bonne. Louise Blanchette, toilettage. Elle va prendre sa retraite bientôt, ça me fait On la salue. On la salue. Fait que c'est ça. Mais tu sais, je mangeais le fromage Quaticook. Puis quand j'allais à Québec chez ma mère, je mangeais. C'est laquelle fromagerie qui est vers Québec? Il y en a des nouvelles. Il y a une fromagerie à Québec, c'est la fromagerie Les Rivières, mais ça n'existait pas à l'époque, la fromagerie de l'île d'Orléans. Mais il y avait beaucoup le fromage de Mégantic, là, Squick Squick, là, Chaudière. Okay. Ils ont des noms un peu basés sur les expressions québécoises. Fait que je trouvais que le goût était différent. Puis quand je prenais du fromage en grains à mon dépanneur à Montréal, mais il était pas bon, tu sais. Okay. Puis là, j'étais contente qu'on ait le Saint-Guillaume dans les épiceries parce qu'il était meilleur. Puis là, je me suis dit, mais c'est supposé être le même Moses de fromage. Pourquoi ça goûte différent? Pourquoi? Ouais. Tout le monde a sa petite twist, sa façon de préparer. Puis là, c'est rendu qu'il y en a qui mettent des saveurs, oui, là aussi. C'est super bon. Ouais. Ah oui, tout dépendant des saveurs, puis là, ça va refaire sortir. Faut pas que tu aies trop de sel parce que ça continue le processus de faire sortir le liquide, le petit lait. Mais c'est vraiment quelque chose. Puis là, je me suis mis à m'intéresser, mais ça m'a fait me pencher sur l'industrie laitière d'abord, parce que le Québec, c'est la pinte de lait du Canada. Puis l'histoire de ce fromage-là, qui est profondément un revirement de situation. On s'est fait demander de faire du fromage anglais, qui est du cheddar, pour envoyer en Angleterre. Puis on a transformé ça en le plus canadien-français des fromages. Parce que le grain, c'est une des étapes dans la fabrication du cheddar. T'sais. On le met en grain pour être capable de le saler uniformément, puis pour faire sortir le plus de petits laits possible, pour être capable ensuite de le mettre dans une meule, écraser pour faire une meule de cheddar, finalement écraser, faire sortir encore plus d'eau, parce que s'il y a trop d'eau, il va pas se conserver. Fait on s'est fait demander de faire ça à partir du moment où la pasteurisation a été perfectionnée et qu'on a pu s'en servir dans le commercial. Fait qu'on envoyait vraiment des gros fromages en Angleterre. Puis ça a été notre effort de guerre d'une certaine manière. Mais ça a permis de structurer aussi le territoire. Fait que c'est pas juste de fabriquer du fromage. Ça a structuré notre territoire. Ça a structuré notre industrie laitière. Ça a fait en sorte qu'on a eu aussi une politique d'occupation du territoire parce que c'est particulier. La gestion de l'offre, c'est pas juste pour contrôler l'offre et la demande de lait dans une année. Là. C'est aussi pour garder en vie les petites fermes et de garder en vie les villages. Quand tu vas aux États-Unis, tu vas au Wisconsin, il y a des grands conglomérats qui ont acheté plusieurs fermes familiales, qui en ont fait des méga fermes, puis ça a tué les villages. Parce qu'il y a une ferme de 10 000 vaches. Ça veut pas dire qu'ils sont maltraités, nécessairement, mais
il n'y a plus de famille pour aller au dépanneur, pour aller utiliser les services d'un notaire, pour aller chez le fleuriste, pour aller... Ça tue les villages. Fait que notre gestion de l'offre, c'est pas juste pour contrôler un peu notre production par rapport à notre consommation. Fait que moi, j'ai tout découvert ça en même temps, mais j'ai découvert aussi des entreprises qui étaient au cœur, qui étaient le cœur de certains villages, tu sais. Parce que c'est là où les gens se réunissent. C'est là, d'ailleurs, c'est comme ça que ça a commencé, là, tu sais. Si vous allez visiter le musée de la fromagerie Perron à Saint-Prime, au Lac-Saint-Jean, vous allez tous voir ça. C'est le musée de la vieille fromagerie Perron, mais c'est vraiment bien raconté. Ah oui. Tu sais, puis c'est comme ça qu'on a commencé à avoir du contrôle du lait, aussi de qualité de lait. Puis, tu sais, il y a plein de traditions qui subsistent maintenant dans cette consommation de fromage-là, parce que on était catholique, majoritairement au Québec, surtout à l'époque, le dimanche, c'était journée de congé, fait que les fermiers, tu sais, tu peux pas mettre un piton on-off sur une vache, là. Les fermiers se précipitaient le samedi à la crèmerie ou à la laiterie, appelle ça comme tu veux, parce qu'ils pouvaient pas y aller le lendemain. Fait qu'il y avait cohue, puis là, ça devenait un pain rond d'église. Puis, pogne une poignée de fromage en grains, tu sais, dans le... C'est parce que t'es en train de tanner d'attendre. Là, il y en a encore plus pressés qui prenaient l'autre étape d'avant qui est de la fesse, puis l'autre étape d'avant qui est du fromage de petit lait, qui est un goût très particulier parce qu'il reste encore plein de lactose, fait que c'est sucré. Tu t'attends à manger du fromage cottage, mettons, mais c'est pas ça. C'est vraiment sucré. Ah, oui. Puis les gens qui habitent dans la région d'Asbestos, des Bois-Francs, de la région en Estrie beaucoup aussi, ben sont habitués à ce goût-là, puis c'est bien particulier, mais c'est des traditions qui persistent. La fromagerie Saint-Georges de Windsor en témoigne de ça, puis c'est ce que Jean Morin à Sainte-Élisabeth de Warwick a recréé le vendredi. Fait que c'est vraiment ancré dans nos mœurs, tu sais, mais ça devient une plateforme, tu sais, je parlais de c'est le lieu de rencontre, mais c'est le cas. J'ai rencontré Évelyne Rancourt, qui est à la fromagerie Boréalais à Saint-Félix de Dalquier. Ça, c'est au nord d'Amos. OK. Fait que c'est vraiment... tu t'es tellement promené. J'ai adoré l'Abitibi, là. J'ai vraiment trippé. Puis elle, puis son chum, elle a fait une fromagerie. Son chum a hérité avec sa famille de la ferme familiale. OK. Fait que elle a décidé de faire un projet de fromagerie. Puis là, elle devient, en fait, c'est parce que toutes les fois où j'étais allée, j'ai vraiment vu tout le monde venir faire ses commissions chez elle avant de partir. Okay. Avant de retourner à la maison, après l'école, après... Ça devient un lieu de rencontre. Puis sa mère a fait des tartes. Puis elle a fait des yogourts aussi. Puis comme c'est devenu... Il y avait un manque, en fait. Oui. Il y avait... Parce qu'il y a beaucoup de déserts alimentaires, là, qu'on soit en campagne ou en ville. Mais j'ai vraiment vu l'impact social qu'un tel lieu pouvait avoir. Puis c'est drôle, c'est ancré dans la tradition, mais ça se modernise. Oui, puis là, c'est un peu... Oui, je comprends. Tu sais, j'ai rencontré des fromagers là, à Saint-Nicolas, là, la ferme Philum, là. Crème, ils ont un gars de laboratoire scientifique là, qui a travaillé au département d'agronomie pendant des années à l'Université Laval. Puis c'est un Libanais, c'est un gars d'origine libanaise, puis il a conçu des fromages avec tout son savoir-faire du Liban. Lui, il s'amusait dans sa maison à faire ça. Puis là, il le connaissait parce qu'ils ont fait un programme de développement avec l'Université Laval. Puis ils ont dit « Hey, embarque donc avec nous, puis comme partageons les recettes. » Puis wow. C'est vraiment capoté, là. C'est de la science, là. Est-ce que t'es allé où... ils n'ont pas du fromage en crotte, mais le fromagerie de l'île aux grues, t'es-tu allé? Non, j'ai pas eu la chance, elle avait plus traversé. Ah, mais l'hiver, ça traverse pas. Mais l'île aux grues, faut aller là. C'est très bon, ça a été racheté par la coopérative qui possède justement Saint-Guillaume. Faut que t'ailles faire un tour, là. Tu vas capoter. Oui, mais surtout que c'est relativement près de Québec, mon patelin. Oui, quand même. Moi, j'arrive, je suis allé passer une semaine là-bas, puis j'ai eu le temps de toutes les manger, toutes les essayer, tous les jours, aller faire un tour à la fromagerie. C'est vraiment spectaculaire. Je vais dans l'autre sens aussi, là, mais fromage
et alcool, on n'a pas besoin vraiment d'aller ailleurs. T'sais. On est équipé pas mal en tout. Là, on est vraiment équipé, puis on fait vraiment des beaux produits. Puis les agriculteurs et agricultrices et producteurs et transformatrices, bref, sont super créatifs. Moi, mon vrai métier, j'étais journaliste qui couvrait les arts et spectacles au Journal de Montréal. J'ai continué à faire ça. D'ailleurs, on s'est rencontrés parce que je faisais une chronique sur la culture pop à Médium Large. Mais j'ai trouvé chez ces personnes-là les personnes les plus créatives que j'ai jamais connues de ma vie. Tu sais, je veux dire, il faut aller à la laiterie Charlevoix pour voir comment ils traitent leurs eaux usées. Le petit lait, là, parce que, tu sais, sur, mettons, 10 litres de lait, là, il y en a un qui va produire, tu sais, comme, on va en rejeter 9 après la production d'une batch de fromage. Oh oui, OK. Fait que là, il faut que tu fasses quelque chose avec ça. Ouais. Tu veux pas jeter ça dans la nature. Il y en a qui le donnent aux cochons, parce que ça fait des super bons cochons de lait. Fait que, à Bellechasse, c'est ça qu'ils font. Mais eux, il y a la rivière est protégée, je me rappelle plus trop du pourquoi, du comment, mais ils ont une usine de biométhanisation à même la fromagerie qui sert à chauffer l'ensemble des bâtiments. Puis pour le reste, ils ont des bassins de filtration, puis c'est copié sur le modèle de l'usine de traitement d'eau de Burlington, avec différents bassins. Puis à la fin, le dernier bassin, c'est des carpes. Les carpes, c'est comme les canaris. Fait que les carpes, ils vérifient si l'eau est correcte. Quand tu rentres là-dedans, ça sent la mangrove, là, ça sent le... Mais c'est capoté pareil. Mais ils ont inventé ça, puis ils peuvent pas grossir plus qu'ils sont là parce que c'est leur capacité de traitement, fait qu'ils feront pas plus de fromage qu'ils en font. Non, c'est ça, puis c'est aussi c'est super d'utiliser toutes les ressources là, jusqu'à la fin de ce que t'as, en tout cas, du possible, là, au lieu de faire du gaspillage. On est rendu surtout dans cette terre-là, en ce moment de... Puis je vais ajouter que des cochons nourris au petit lait, là, ça fait du bon, du bon jambon. Du bon manger. Ouais, ça fait du bon manger. Mais là, maintenant que, comme tantôt, tu as mentionné rapidement qu'il allait y avoir peut-être une adaptation de ce livre-là pour un show. Oui, moi, je trouve que c'est quelque chose qui pourrait vivre. Mais c'est pas fait encore. Là. Vous êtes en discussion ou en développement. Oui, c'est ça. Le projet est fait, mais le projet peut s'adapter. Ça avait été présenté à des diffuseurs, mais tu sais, c'est difficile là, de faire quoi que ce soit. Là. On s'entend, là. Déjà... il y a tellement de paramètres en télé là, à respecter, là, puis de mode, puis puis les diffuseurs sont en mode survie. Là. Que ce soit public ou privé, ils sont en mode survie, puis ils essaient de trouver des solutions, puis comme dans tout, l'humain cherche d'abord des solutions à court et moyen terme, puis c'est difficile comme investissement de prendre une décision, puis que les résultats vont être sur le long terme, parce que les dirigeants changent, ils ont des résultats présentés tout de suite, c'est des compagnies qui sont en bourse pour certaines. Fait que... Mais toi, justement, moi, je trouve ça intéressant parce que, tu sais, t'es pas vieille, mais t'es apparu dans le milieu médiatique alors que il s'est tellement transformé ce milieu-là en si peu de temps. Par rapport au moment que t'as fini tes études, que t'as commencé à travailler en journaliste. Et là, mettons, aujourd'hui, là, en 2023, c'est complètement déroutant, là, tu sais. Puis en plus, tout le monde parle d'une crise médiatique immense. Je pense d'ailleurs qu'aujourd'hui, c'est officiellement la journée dans laquelle on peut plus partager sur les réseaux sociaux nos articles de journaux et de... Ben oui, mais les sites à potins, par exemple, ils peuvent... Ouais, les sites à potins, mais c'est bien plus important, ça. mais bref, tout ça, c'est tellement fragilisé. Toi, ça te fait pas peur d'être encore dans ce milieu-là? Des fois, tu te dis pas, faut que je fasse autre chose, ou quelque chose. Parce que sérieusement, faut que je fasse autre chose. C'est pas pour ces raisons-là que je ferais autre chose. Ça me fait pas peur. Parce que je dis la nature a horreur du vide, mais la nature a horreur des extrêmes aussi, tu sais. Puis ça vaut pour la vie. Fait on finit toujours par trouver un point d'équilibre, mais il faut se rendre au bout, puis après ça, on revient au centre, tu sais. Fait que ça me fait pas peur. Puis oui, ça s'est transformé, mais ça reste la même chose, pareil, tu sais. Le public, par exemple, en télé, a jamais cessé de vouloir apprendre. Mais c'est facile et c'est racoleur d'y aller vers des émissions, spectacles qui attirent beaucoup parce que c'est une recette facile puis qui demande peu d'investissement. Mais à long terme, tu ne développes pas une clientèle, c'est éphémère. Les gens, ils adhéreront pas à ton antenne, tu sais. Tu penses? Ben oui, je pense. Je le constate. Que les gens vont adhérer plus à des émissions éducatives?
Les gens aiment ça apprendre. Non, ils aiment ça, mais c'est pas, les codes d'écoute vont quand même pas là. Mais les codes d'écoute vont pas plus sur les affaires vides. C'est juste pas. Les quiz, les petits quiz là, à la télé, il me semble, ça pogne plus que le je peux pas comparer. Le meilleur quiz là, au Québec en ce moment, là, c'est Sans génie. OK. C'est lui qui pogne le plus. Ben, tu sais, moi, je trouve qu'en termes de qualité, puis prorata des codes d'écoute, puis c'est mis en case horaire, qui est une case horaire prime time, là, quand même, à Radio-Canada, là, le jeudi, là, c'est tellement bon, là. Ben, c'est familial. Mais on apprend. Il y a quelque chose de, tu sais, c'est parce que, tu sais, on disait, il y a une fois qu'on disait au journal, quand je travaillais, c'était comme, faut pas prendre les lecteurs pour des cons, mais ne pas oublier qu'ils le sont. Faut pas les prendre pour des cons, les gens aiment ça apprendre, c'est très présomptueux, puis c'est très péjoratif aussi de penser que les gens sont niaiseux, puis qu'on va leur donner, tu sais, des saucisses high grade, ils vont être super contents, tu sais. Moi, je pense qu'on peut toujours élever le niveau de qualité. Puis, ne pas oublier qu'ils le sont, ben ça, c'est plus dans le sens qu'il faut que tu mettes en contexte parce qu'il faut que tu leur donnes des clés pour comprendre ce qu'ils vont lire, comprendre. C'est ça. Puis, à travers tout ça, il y a une manière d'apprendre des choses aux gens sans que ça soit aride, tu sais. Ouais. Et moi, je pense que les gens aiment ça apprendre. Je pense qu'on a une dérive, puis encore une fois, c'est quelque chose de facile parce que d'abord, ça coûte pas cher à payer, mais on est submergé d'opinions. Ah, ça oui. Tu sais, je les lis, là, mes journaux, là, chaque matin, là, puis je veux dire, la place de la chronique a décuplé par rapport aux apprentissages. Puis encore là, les chroniques que j'aime le plus lire, c'est celles où j'apprends des choses. Exemple, Boucard Diouf, tu sais. Ouais. Qui donne toujours des exemples concrets puis c'est là-dessus qu'il se base pour sa réflexion. Puis il nous dit pas quoi penser, c'est une réflexion. Oui. Tu sais, voici, je vous donne des données. Ce que je pense, que je trouve. Tu sais, au lieu d'être réactionnaire comme beaucoup de monde. Mais je trouve que, moi, je pense que les gens aiment ça apprendre. J'ai fait partie d'une émission pendant des années qui était une émission de service où on apprenait des choses aux gens. Je m'en fais encore parler. Le succès d'écoute était là aussi. Oui. Entrée principale, là, pour ne pas la nommer. Mais je pense que les gens aiment ça. Moi, je m'en fous de savoir qu'est-ce que Chose pense de telle affaire, tu sais. Les gens aiment ça, mais est-ce que les dirigeants des boîtes aiment ça? Tu sais, ça, c'est une autre chose aussi. Non, mais c'est juste que c'est plus facile, puis c'est comme ça que tu te ramasses aussi avec des têtes d'affiches. Ouais. C'est ça qui est tough. Tu sais, quand tu proposes un projet en télévision, OK, les diffuseurs ont en tête, mettons, une liste de 10 personnes qui veulent voir à leur antenne parce que ça attire, parce qu'avec ça, le public de la personne vient. Ils ont les publicités. C'est ça, le public type, puis le public en nombre aussi. Fait que, bon, la mode, c'est d'attirer les jeunes parce que tu veux développer une clientèle. Mais bonne chance. C'est ça, mais tu t'es abandonné pendant des années avec plus d'émissions jeunesse. Fait que... Mais les gens n'écoutent pas la télé. Ça, il me semble, c'est clair que c'est plus ça, là. Mais moi, j'ai l'impression, tu sais, les jeunes ados, sur mon pan de mur, mon pan de ruelle ici, ils n'ont pas de télé dans la maison. Non, ils n'ont pas de télé. Puis ils l'écoutent pas. Ouais, bon. Fait que là, c'est fou, là. Fait qu'ils veulent les ramener absolument. Fait qu'ils me prennent ces personnes-là qui sont populaires sur les autres plateformes. Ouais, puis qui ont beaucoup de suiveux sur les plateformes. Puis là, ils les mettent à la télé, mais là, ils les contraignent au format télé. Ce qui est complètement ridicule. Qui marche zéro avec ce qu'ils font dans leur propre plateforme. Ouais. C'est ça. Fait que c'est de la surface, c'est facile. Alors que, t'en es l'exemple, on fait un podcast, on va en profondeur. Oui. Mais ça, c'est un style. Mais tu sais, après, je pense comme les gens que tu mentionnes, qu'ils soient sur Instagram ou TikTok, des fois, c'est des affaires super concises, super serrées, mais remplies d'informations aussi. Mais regarde le palmarès des podcasts les plus écoutés, là, tu t'en vas sur Apple, là, c'est toutes des choses où on apprend des choses. Ouais. Fait que je reviens à ce que je disais. C'est pas vrai que les gens aiment pas ça apprendre. Les gens aiment apprendre. Mais ça dépend de la méthode. Fait que là, on leur fournit la tête d'affiche, puis on pense que ça va suffire. Ouais, donc, puis ça marche plus. Ça marche plus. Ça marche plus vraiment comme ça. Puis là, c'est les mêmes. Après ça, chez les invités, c'est la même chose. Fait que là, c'est les mêmes 20 personnes qui sont invitées dans tous les talk shows qui disent toutes la même chose. Fait que pourquoi je l'écouterais à une place puis à l'autre? Parce que je me rends compte que la personne se répète. Ce qui est différent, c'est de les faire réagir à une anecdote ou à un jeu ou à une manière de poser la question. Mais c'est ça.
Non, c'est ça. Mais comme tu dis, c'est vrai que quelque part, oui, il y a une crise médiatique qu'on nomme, tout ça, mais le contenu reste quand même la même chose. C'est ça, comme tu dis, on veut apprendre des trucs, en tout cas, du moins. Ou il y en a qui veulent être divertis. Il y a quand même pas mal de monde qui veulent arriver le soir après leur dure journée de travail. Être divertis. Qui veulent se divertir plus tôt que d'apprendre. Ça aussi, c'est présent. Mais je pense pas que c'est mutuellement exclusif, là. Je pense que tu peux mettre, parce qu'après ça, il reste rien. Il reste rien de ta soirée. T'as rien retenu. Ouais. Je sais pas. Moi, j'ai l'impression que je suis pas le bon consommateur de ces affaires-là, tu sais. Quelque part, là, moi, ça fait tellement longtemps que j'ai plus le câble puis que j'ai plus la télévision que j'ai basculé de l'autre côté puis je vais fouiller mes propres affaires, mais tu sais, je suis très indépendant là-dessus, mais il y a du monde qui ont besoin aussi d'être bien conseillés. Moi, en fait, c'est plus ça, je trouve, qui manque en ce moment. C'est un outil... Un agrégateur? Ouais, que moi, mettons, à l'époque, moi, j'avais... Mais on appelle ça un diffuseur. Ouais, non, mais mettons, par exemple, moi, tu sais, je m'ennuie terriblement du journal Le Voir, tu sais. Moi, mettons, quand Le Voir était là, puis que j'étais fin ado, début adulte, c'était mon outil numéro 1 pour tout savoir culturellement, quoi faire. Puis en allant dans une suggestion, ça m'amenait ailleurs, tu sais, bon. Donc, Internet était peut-être pas encore top, mais maintenant que ça n'existe plus, ce lieu de rencontre-là, il faut vraiment avoir de la volonté. Moi, c'est ça, je me rends compte. Il faut que tu aies de la volonté pour découvrir des nouvelles choses et de fouiller. Mais c'est facile de tomber, justement, on vous suggère basé sur le contenu que tu as ben oui, mais c'est ça, mais c'est pas bon. Puis là, ça. c'est pas bon parce que tu restes dans un silo. Mais c'est pour ça que c'est important. Mais c'est important d'avoir des lieux communs, des événements, tu sais. Puis on l'a vu là, dernièrement là, avec le spectacle des Cowboys fringants là, qui a fédéré là, je sais pas combien de gens, là, puis que c'était une erreur d'audace de la part des diffuseurs. Puis je les blâme tous parce qu'il y a personne qui a dit non, là, faut le faire. Des ententes de les gens iront pas voir le spectacle puis c'est diffusé en direct parce qu'ils l'ont déjà vu. Non! Parce que ça sera jamais la même expérience que de le voir en personne puis de le voir à la télé. Puis si ça se trouve, le fait de le voir à la télé va t'inviter à aller le voir ailleurs si tu as l'occasion de le voir. Mais on a raté une occasion d'avoir un événement qui allait nous rassembler et qu'on allait tous être... sur le même diapason. Exactement. Ouais. Puis on pense, à tort, encore une fois, que c'est lors de notre fête nationale qu'on a ça, puis lors du bye-bye. Il y a 2 événements dans l'année où on a ça. C'est fête nationale, Canada-Québec, peu importe, mais moins Canada, parce que ça vibre pas autant ici, malgré les allégeances, là. Ça vibre pas en fait, il faudrait quand même le dire, ça vibre pas tant que ça non plus dans le Canada. Ben non, c'est ça. Non, mais... Même pour le reste des autres provinces, j'ai des amis qui sont justement à la c'est Canada Day, ils font comme, de quoi tu parles? Ben, c'est ça. Mais, fait que, tu sais, il y a ça, puis après ça, il y a le bye-bye. Mais là, on est les artisans de ce malheur-là, des jeunes qui sont pas intéressés à écouter la télé ou à tout le moins écouter des trucs en commun parce qu'on la met pas de l'avant, cette culture-là. Puis ça, c'est une occasion, mais vraiment ratée, là, comme... Ça aurait pu être ça aurait été très cool. Ça aurait été, là, tout le monde a écouté la vidéo de Julie Snyder, tout croche, qui est devenue virale sur ses réseaux sociaux, que je sais pas par quelle vue de l'esprit elle s'est mise à zigzaguer, là, mais en tout cas, Julie, elle devait danser. Mais c'était très populaire, puis les gens l'ont remarqué. Ouais, puis les gens, après, il y en a sûrement qui devaient se mordre les doigts, qui disaient, j'aurais dû aller voir le show. Mais c'est pas possible pour tout le monde d'aller voir le show. Je sais. C'est pas possible. Tu sais, genre, c'est à Québec, c'est contingenté parce que crime le festival d'été. T'as-tu déjà essayé d'avoir un bracelet pour y aller? Moi, je peux pas faire ces affaires-là. Je peux pas aller dans ces lieux-là. Non, mais c'est ça. Non, mais tu sais, fait que... Mais moi, c'est drôle parce que je me suis rendue à Sherbrooke qui était supposé faire un spectacle au Lac des Nations. Puis ça a été annulé, puis j'ai eu Simple Plan. Puis je vibre un peu moins pour Simple Plan. Quand même, c'est pas Ils ont fait un effort, là, mais tu sais... J'avoue, un backup quand même de dernière minute comme ça. Mais les Cowboys, c'est sûr que c'est... Moi, je l'ai fait avec eux. J'ai joué avec eux autres. Attends, je pense que j'ai fait 4 ou 5 shows avec eux avec l'Orchestre symphonique de Montréal. Moi, j'étais sur scène, puis je me demandais un peu c'était quoi la version symphonique. Écoute, c'était l'hystérie dans la salle. Les gens étaient coco, là. J'avais jamais entendu du monde crier aussi fort dans la maison symphonique. C'était un party, puis l'orchestre
tu sais, quand ils font des show pop, des fois, ils sont un peu divisés sur qui reçoivent. Quand c'est les cowboys, ils sont contents parce que c'est le fun. Non, c'est mais le fun. Regarde juste comment ils ont été reçus à l'Assemblée nationale, puis SPP qui a fait signer son chandail. Non, mais puis tu lis les paroles de leurs chansons. C'est cool. Je m'excuse, mais c'est le groupe le plus représentatif des 20 dernières années au Québec. Là. Je veux dire, qui rejoint tous les critères. Je dis pas qu'il y en a pas qui sont représentatifs, mais ça rejoint tous les critères. Puis les textes, puis le paroxysme, c'est la chanson L'Amérique pleure. Non, tu sais, je veux dire, y a-tu chanson qui explique le mieux les 5 dernières années qu'on a vécues? Non. Il y en a pas. Puis en France, là, en Europe, je devrais dire, là, hey, c'est des méga stars. Il y en a plein qui font croire hein, qui sont des vedettes en Europe. Mais eux autres, ils en parlent même pas. Mais j'ai des amis français, là, puis c'est comme... C'est l'enfer, là. C'est cool, parce que ça va aussi avec comment le band est, tu sais, parce que Jean-François qui écrit les chansons puis qui est en avant le frontman, super humble, super... puis toute la sphère médiatique, popularité, tout ça, il s'éloigne de ça pour se concentrer, puis il est super impliqué justement à l'Assomption où est-ce qu'ils habitent tous. Puis ça, c'est cool, tu sais, je trouve que justement, il est super honnête sur son art. En tout cas, moi, j'ai fait une série d'entrevues avec eux autres. C'était dans mon sujet de fin de maîtrise. Mon mémoire, il était sur les grands fringants. Voyons donc! Moi, ça avait un angle sur le deuxième référendum. Comment l'impact du deuxième référendum sur le début de carrière des Cowboys fringants. Puis ça, je trouvais ça intéressant parce que tu sais, avec Break syndical, il y avait cette espèce de désillusion d'un pays qui est quand même intéressante, puis qui est puis qui est jeune, puis qui est un autre point de vue qu'on peut avoir. Puis moi, je m'étais bien gros attardé à ça, puis les trucs après, puis mais depuis ce temps-là, depuis que j'ai fini mes études, ils en ont fait d'autres 10, donc faudrait que je relise tout ça. Puis non, mais ça trouve encore écho, puis moi, Break syndical, je l'écoutais évidemment quand je tombais en locate au Journal de Montréal, parce que j'ai fait 2 ans et demi de piquetage quand même. C'est vrai, ça. Puis les gens confondent encore grève et locate, puis je m'excuse de revenir sur cet événement-là, mais quand même, ça a cristallisé la forme que les médias allaient prendre au Québec par la suite, parce que après, ça a permis à Québécois d'imposer des chroniqueurs. Ça fait en sorte que partout, il n'a pas inventé le modèle, là. On lit l'histoire de Fox News, c'est un peu ça aussi. Mais pas le choix, c'est un gros joueur, c'est influent, d'être obligé de compétitionner avec ce gros joueur-là pour tailler ta place dans la tarte. Ouais. Puis là, partout, ça a implosé, tu sais, dans le monde des médias. Fait que, tu sais, mais Break syndical, moi, j'ai eu des déceptions des deux côtés, tu sais, du côté du syndicat comme du côté du patronat. Puis du côté du public, moi, c'est ma plus grande déception, mais en même temps, j'ai réalisé quelque chose parce que, tu sais, il y a quelqu'un qui m'avait posé la question. Quelle déception du public, qu'est-ce que tu veux dire? Des lecteurs? Des lecteurs. Parce que moi, je le sais que quand je travaille pour eux. C'est toujours ça quand tu travailles dans l'information. Tu travailles pour le public d'abord, tu sais, pour l'intérêt du public. Mais là, soutien, tu veux dire? Ouais, mais on est mais parce qu'on veut les servir dans leur exercice démocratique. C'est à ça que ça sert, les médias. Tu sais, puis il n'y a pas de domaine banal, là. Je veux dire, les arts et spectacles, c'est la même chose, puis souvent, ça sert de lieu de propagande. Fait que bref, on est en local depuis 6 mois, il y a des vox pop qui se font dans la rue, tu sais, puis qui disent, est-ce que vous voyez la différence? Puis non. Il n'y en a pas. Puis là, tu fais comme... moi, je suis restée là, jusqu'à des fois 11h le soir pour être sûr que mon texte soit mis en page puis que le contexte de l'entrevue que j'ai faite avec quelqu'un soit respecté. Puis déception aussi de la part des artistes que j'ai déjà interviewés. D'autres, non. Là, d'autres qui ont été... qui avaient bien compris puis qui avaient une bonne sensibilité. Ouais. Mais tu sais, fait que... Déception, tu sais, je veux dire... Puis après ça, à chaque fois qu'il y a des grands conflits, on observe vraiment que le public a de la difficulté à prendre la part des travailleurs. Puis, je dis pas qu'il n'y a pas des pommes pourrites, il y a des cons partout, là, mais reste que le syndicat, le monde syndical a contribué à faire du Québec un lieu où il fait bon vivre puis un lieu prospère, tu sais. Ouais. Tu sais, je pense qu'on peut tous se moderniser puis toujours se poser des questions, mais tu sais, bref, je l'ai bien vécu puis... Toi, tu as vécu ça, puis il y a quelque chose que je pense que tous les gens qui te connaissent de différents réseaux, on pourrait dire ça ainsi, parce que t'as fait quand même, je vais te poser la question, à part le réseau anglophone médiatique, t'es ça toutes faites. T'es pas allé comme partout. T'as fait le Journal de Montréal, t'as fait Radio-Canada, TVA, le Télé-Québec,
TQS. T'avais-tu fait ça dans le temps? Ouais, t'as fait ça aussi? Oui, j'ai fait le show du matin avec Gildor et ses remplaçants. J'ai fait Big Brother. Quand les Rémières ont acheté TQS, en reprise de faillite, Love Story s'est transformé en Big Brother, puis j'ai été analyste sur Big Brother. J'ai fait Vox, j'ai fait en route de mon premier gala, 2 ans. J'ai fait Musique Plus aussi. T'as fait Musique Plus? Ouais, je faisais le débat critique, ouais. OK. Ouais. T'avais fait ça? Aïe. Ouais. Puis j'ai fait, après ça, quand c'était V, je participais, j'étais chroniqueuse de Ménage à 3. Quand c'était Anne-Soleil qui animait avec Patrick. Fait que, non, j'ai pas mal... J'ai pas mal tout fait. J'ai fait dernièrement des piges dans Le Devoir, puis quelques piges aussi dans la presse, mais c'est ça les gens aussi peuvent difficilement comprendre, c'est que aujourd'hui, aller dans le milieu médiatique, il faut que tu sois comme... En fait, toi, ce que j'admire de toi, c'est que t'es tenace. T'es comme... Moi, c'est mon milieu de travail. Mm-hmm. J'aime ça. T'as touché à tous les chapeaux. Ouais. Tu pars, puis t'es obligé de toucher... Tu peux... À part certaines vedettes, si tu te lances dans ce milieu-là, il faut que tu sois capable de toucher un peu à tout. Sinon, c'est impossible de survivre. Mais t'as pas le choix. Tu sais, comme là... Je m'en vais faire la revue de presse là, à la fin de semaine, le show du matin avec Catherine Perrin là, pour 2 fins de semaine. Là. Paf. Mais je l'ai faite en 2020. Mais comme c'est prestigieux la revue de presse, ça je suis un peu nerveuse, mais je l'ai déjà faite. Fait que tu sais, il suffit d'avoir de la méthode, mais c'est le fun de changer. Puis en même temps, tu sais, je suis contente qu'il y ait eu cette interruption-là au journal de rentrer en conflit de travail parce que ça m'a évité de rester là-dedans toute ma vie. Ouais. Fait que j'étais allée voir ailleurs, tu sais, Cogeco, tu sais, genre, quelle chance d'être vadrouilleuse le matin dans le plus gros show avec Paul Arcand. Ben oui, puis de voir tout comment chaque milieu fonctionne. Comment ça fonctionne, ouais. Puis c'est très différent, là. C'est ça, puis tu sais, en même temps, je suis rentrée à Radio-Canada comme recherchiste, j'avais jamais été recherchiste, mais j'ai travaillé avec Pénélope, avec qui je m'entendais super bien. Son chef recherchiste, c'est Sylvain Houd, qui travaille encore avec nous à la radio. Tu continues encore, en fait. Tu fais ça encore cet automne? Tu vas travailler encore sur Pénélope? Oui. OK, tu vas être encore là. Puis je suis rentrée finalement comme recherchiste, puis l'année suivante, on m'a demandé d'être chef. Je n'avais jamais fait ça, mais ça se fait pareil, parce que c'est tous des métiers qui sont connexes, en fait, tu sais. Avec multiples tâches, là, vraiment. Tout à fait. Puis j'ai adoré ce contrat-là, tu sais. Puis je me rends compte que, en fait, c'est le point commun à tous les jobs que j'ai eus, c'est le travail d'équipe. Oui. C'est ça que je recherche maintenant le plus souvent, la cohésion dans l'équipe et le travail d'équipe, qu'on oublie l'idée vient de qui, mais qu'on est tous capables de travailler ensemble pour le show, tu sais. C'est tout ça. C'est drôle parce que des fois, je suis avec des copains, des fois, un musicien, puis des fois, écoute, c'est tellement difficile en musique que des fois, il faut que tu te rappelles la première raison pourquoi tu fais ce métier-là. Puis des fois, il faut que tu décides que cette raison-là, peut-être, est plus bonne. Puis il faut que tu remodifies ta façon de penser pourquoi tu fais ton métier. Des fois, il y en a qui vont dire, j'ai plus le choix, ça fait trop longtemps que j'en fais. Ça bouge. Toi, est-ce que c'est ça? C'est le travail d'équipe qui est ton trip, les gangs. Ouais, les gangs. Tu sais, comme là, avec Beau dans ma tête, Franck Fiorito, qui est mon producteur, il était avec moi il y a 20 ans. Il y a 20 ans exactement, je rentrais au Journal de Montréal comme surnuméraire. Il était dans la gang de Surnu en même temps que moi, Franck. OK. Fait qu'on se connaît depuis 20 ans, mais j'étais là en même temps que Claudia La Rochelle. C'est le même été que Claudia La Rochelle, Jessica Nadeau qui est au Devoir maintenant. Il y a plein de gens qu'on a connus. Là, Fabrice de Pierrebourg était là cet été-là. C'est des gens qui rentraient avec diverses expériences. Moi, j'étais quand même assez verte là, parce que je sortais de l'université. T'sais. Fait que toutes sortes de monde. Trouves-tu que l'université préparait bien pour ce métier-là? Ou pas vraiment? Ou comme toutes les mots, t'as dit diplôme? Ouais, dans ton cas, ouais. Ben oui. OK. Ben oui. Ce que tu fais à l'université, on fait l'erreur de penser que ça nous apprend une technique, en fait. Ça nous apprend à réfléchir. Puis c'est ça que j'ai appris à l'université. Ouais. J'ai développé des bons réflexes de réflexion. Non, c'est bon, ça. Non, mais écoute, moi, le nombre de gens qui finissent des diplômes, ils me disent, là, j'ai sur le champ de travail, puis c'est pas tout ce que j'ai appris. Mais ça se mesure pas de même. Puis tes connaissances universitaires qui sont branchées sur tout ce qui est nouveau dans la recherche dans ton domaine, vont faire en sorte que les personnes qui sortent de l'université arrivent dans leur domaine respectif puis vont faire avancer ce domaine-là avec des idées. Fait que, oui, le contraste est quand même grand dans l'académie et le monde du travail,
mais c'est parce qu'il y a l'académie qu'on peut faire avancer le monde du travail, faire avancer des idées puis penser autrement. Mais parce que sinon, on n'avancerait pas comme société, là, tu sais. Puis je trouve ça drôle que tu dises avancer parce que j'avais la réflexion l'autre fois, je me disais c'est drôle que un journaliste ou une journaliste n'a pas beaucoup le luxe d'être nostalgique dans la vie. Parce que ça va tellement vite ça va tellement vers l'avant. Et, et dans ton cas, il faut que toujours tu te mettes à jour sur les sujets. Je me disais, c'est drôle, sa nostalgie, son amour de peut-être certaines choses du passé, je le relie beaucoup à ton amour des États-Unis, de tes voyages, tout ça. Où est-ce que tu vas justement plus dans des trips historico, un peu... Je veux savoir pourquoi on est comme ça, d'où viennent les choses. J'ai l'impression que c'est dans cette zone-là que tu vas chercher, cette facette. Puis tu sais, quand... D'abord, je fais tous ces voyages avec mon amoureux, Dominique Fugère, qui est le directeur du Grand Prix Trois-Rivières, mais qui est aussi un ancien journaliste et pupitreur. En sport. Et en économie. Et en économie et nouvelle générale. Oui, okay. Lui, il en a fait. Là, travaillé au droit comme pupitre, puis il est rentré au journal comme pupitre, puis ça, il était journaliste, puis tu sais... Mais non, c'est un bon gars de travail d'équipe, là. Je veux dire, par exemple, Patrick Lagacé, qui est un de ses bons amis, mais ils étaient ensemble au journal, puis tu sais, il y avait des bons échanges, tu sais. Fait que c'est ça. Mais c'est ce que je fais. On part sur la route, puis on va chercher l'origine des choses, mais on travaille en équipe. Ben oui. En fait, c'est comme si on prenait des vacances pour faire du journalisme, on n'a pas de compte-rendu à faire. C'est un peu bizarre. Ouais. Mais tu sais, je suis allée au lieu le lieu de naissance de la musique country l'année passée, à Bristol. C'était-tu le fun? C'était fantastique. Ah ouais? J'ai capoté. Bristol, qui est une ville qui est située en Virginie et au Tennessee. OK. Fait que la ville est coupée en deux par la frontière des deux États. Ben ouais. Puis c'est là qu'en 1927, il y a eu les Bristol Sessions. Fait que c'est la compagnie Victor qui est un peu en perte de vitesse. Et ça allait bien. Il y avait Caruso qui était signé chez eux, puis tout ça. Puis là... il vendait moins, tu sais. Fait que, dans les années 20, il faut se rappeler. Fait que le gars, il dit, Ralph Peer, il dit, il y a peut-être quelque chose à faire avec la musique de Hillbilly, tu sais. C'était pas encore le nom country. Fait qu'il est allé à Bristol où il y avait une gare de train. Fait que tous les gens qui venaient de la vallée des Appalaches allaient converger là. Puis il a dit, je vous donne 50$, vous m'enregistrez des chansons. Fait que ça a attiré des gens de partout, du Kentucky, de la Virginie, de Caroline du Nord, même du Texas. Ça a attiré des gens, évidemment, du Tennessee. Puis, il a enregistré, entre autres, dans cette session-là, Jimmy Rogers, qui a été signé par la suite, puis il a enregistré la famille Carter. OK. Fait que c'est pour ça qu'on dit que c'est le lieu de naissance de la musique country, parce qu'entre autres artistes, il y a ceux-là, mais c'est ce que j'ai retenu, mais on a tous les vieux enregistrements de cette session-là qui ont été faits, mais ça a vraiment cristallisé le son country. Puis le musée qui est à visiter, c'est un musée qui est commandité par Smithsonian, fait que c'est super bien fait. Des bons monsieur bénévoles, madame bénévole qui travaillent là. Puis on est tombé dans le festival de musique racine, folk, country, etc. Puis ils ferment le village au complet. Fait que c'était vraiment cool, mais en fait, ça te permet, tu vois le paysage, ça te permet de comprendre comment ils ont composé les chansons et surtout pourquoi nous, on a une si grande résonance. Pourquoi la musique country résonne autant chez les Québécois. C'est parce qu'il y a une immigration qui est parallèle. C'est des conditions climatiques dures, du défrichage, des montagnes, des terres qui fleurissent à l'été, mais après ça, l'hiver arrive, puis c'est tough. Fait que, tu sais, j'étais allée voir la maison des Carter, puis on comprend tout ça. Le paysage nous fait tout comprendre, puis mais moi, je trouve ça important. Parce que pourquoi qu'on aime autant le country au Québec? Puis pourquoi on est aussi bon? Ben, c'est ça. Ça vient de là. Non, il y a une économie, il y a un climat, il y a tout ça qui est mélangé ensemble, qui aide. Mais même chose pour notre fameuse musique traditionnelle québécoise. C'est sûr. Même mais bien. Là. Ça manque tellement. On n'a pas de lieu pour... Là, il va y avoir la maison de la musique, là, mais il n'y a pas de lieu comme ça de musique pop
d'histoire de musique pop au Québec. Même le studio de Modern Night a été abandonné, puis après ça, passé au feu, alors que ça aurait dû être un musée, tu sais. Parce que moi, je fais le tour de ces endroits-là. Tu sais, on parle de musique country, mais j'étais allée à Clarksdale, Mississippi aussi, là, parce que c'est le Crossroad, le fameux Crossroad de Robert Johnson. C'est où au Canada? Il y en a un musée... Le Canada Music Hall of Fame. Oui, mais à Winnipeg, je pense qu'il y a une espèce de petit musée de musique pop. Je me trompe peut-être, mais je vais regarder en direct. Ouais, on va googler ça. Mais j'ai allé voir une exposition museum. Je suis sûr là-bas. Je suis sûr. Puis c'est vrai que ça manque. Ben oui. Tu sais, on devrait surtout au Québec. C'est tellement riche. Non, mais tu parles de musique traditionnelle, tu sais. À la Saint-Jean cette année, là, particulièrement le spectacle de Montréal, on a mélangé des chansons modernes avec des chants traditionnels. Moi, j'étais sur place au Parc Maisonneuve et j'ai adoré. Je sais pas ça a été quoi le sentiment des gens qui regardaient la télé. Les gens se chialent toujours sur le spectacle de la Saint-Jean, mais moi, ce que j'ai aimé, c'est de voir, tu sais, des gens multicolores là, dans la foule, là, puis être très intrigués par les chansons traditionnelles. Il y en a, les chanter, me poser des questions. Non, mais les gens oublient que, tu sais, mettons, il y a un groupe que j'aime beaucoup qui s'appelle Le Vent du Nord. Oui. Que j'aime beaucoup. Ils gagnent leur vie en n'étant pas au Québec. Tu sais, ils font le tour du monde entier avec leurs chansons en France traditionnelles, puis des sets, puis ils font bouger, danser les salles au grand complet. Tu sais. C'était la même chose avec la bottine souriante dans le temps. Ils ont été parmi les premiers à faire le tour du monde, puis ça marchait super bien. Là, mais la transmission de notre culture passe par là. Aussi. Ouais. Tu sais, la culture, c'est pas juste la grande culture, là. C'est les textes des chansons, c'est c'est une photo d'une époque, une chanson. Fait que ça en dit long sur notre évolution, puis les chansons nous permettent de faire aussi une transmission à nos enfants, particulièrement en français. Oui. Parce que moi, je suis encore plus attachée au français depuis que j'ai multiplié les voyages en Louisiane. Tu parles de musique traditionnelle, là. Ouais. Moi, je suis allée avec le Centre de la francophonie des Amériques à l'université d'été. C'est un événement qui arrive une fois par année. Mais là, il y a eu un hiatus à cause de la COVID. Mais, donc, le Centre de la francophonie des Amériques, ça a été instauré il y a 15 ans. C'est sous le règne de Jean Charest. Et l'objectif, c'était que la France cesse d'être le parent de la francophonie en Amérique parce que le français des Amériques c'est vrai. est différent parce qu'on partage tous le même vocabulaire étant donné que c'est les mêmes colons qui sont venus puis on est resté c'est resté cristallisé dans notre vocabulaire, mais qu'on partage plein de mots avec les Louisianais, maringouin, asteur, char, tu sais, comme tu sais, moi ça me tu sais, j'ai pas de décalage quand je vais en Louisiane, tu sais, quand on me parle français. Ben non. Mais ce qui a été le fun de cette expérience-là, c'est qu'on avait une semaine de cours, là, c'était à l'université de Lafayette, et avec le professeur qui a chapeauté tout ça, puis on avait des gens de partout dans la francophonie, même du Mexique. On est 33 millions quand même de francophones en Amérique, dans les Amériques. Dans les Amériques, ouais. C'était fascinant, là. Mais j'ai appris, il y avait le pôle culturel, le pôle politique, puis le pôle historique. Puis j'ai vraiment appris des choses, mais j'ai surtout appris encore plus à connaître mes amis louisianais parce qu'on avait des concerts à tous les soirs. Puis tu parles de musique traditionnelle, t'aurais capoté. C'est pas la première fois que je t'en parle, là, d'ailleurs. Ouais, je sais, ça fait plusieurs fois. Il faut que t'ailles là-bas. Mais il faut que t'ailles là parce que eux, là, leur survie dépend... En fait, le français est resté à cause de la nourriture, parce que tous les mots associés à la nourriture sont en français, puis à cause de la musique, parce que ils peuvent pas faire cette musique-là si c'est pas en français. Fait qu'il y en a qui sont unilingues anglophones, mais ils chantent en français. Ouais, je comprends, ouais. Tu sais, puis quand on se concentre, on comprend vraiment qu'est-ce qu'ils disent, mais c'est passé par là, puis c'est la voix de... c'est comme ça qu'ils réussissent à sauver leur culture, parce que avec la langue vient une culture, puis vient aussi une façon de penser. Puis ce que j'ai réalisé, c'est qu'on n'arrête pas ici au Québec de se faire dire petit peu par les anglophones, là, mettons, là, qui sont pas contents en dessous des publications de Gazette. Là, je donne un exemple. Je vais pas généraliser, mais cet exemple-là, je le vis souvent.
Mais c'est comme... Tu vas encore là. Moi, je suis plus capable. Je peux pas aller là. Ben, je deviens fou. Des fois, je rechute. Là. Des fois, tu as une rechute. Des fois, je vais voir qu'est-ce qu'ils pensent. Ouais, c'est ça. Bon. Fait que, tu sais, mais... que j'allais dire par rapport à ça. Ouais, on se fait dire que c'est du repli sur soi de tenir à parler français. Ce serait si simple de parler en anglais. Ce serait si simple que le milieu de travail soit en anglais parce que de toute façon, on fait des affaires en anglais. Mais c'est pas vrai. Parce que si on se met tout à faire des affaires en anglais, je donne juste cet exemple-là là, sur l'économie, là, on va se mettre à penser tout pareil. Qu'est-ce qui vient avec le fait de faire des affaires en anglais? C'est la pensée impérialiste américaine. Là, c'est grossier, là, ce que je suis en train de dire. Je fais un peu de raccourci, mais je veux que les gens comprennent, tu sais. Ouais. Faire des affaires en français, il y a une manière différente de faire des affaires. Et d'ailleurs, c'est prouvé que la langue fait faire des meilleures affaires quand on partage la même langue. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'échanges, je vais me dire, c'est logique, mais entre le Nouveau-Brunswick et le Québec, mais c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de compagnies québécoises et du Nouveau-Brunswick qui sont en Afrique en ce moment, que ce soit dans le Maghreb ou dans les pays d'Afrique de l'Ouest, par exemple, parce que ça parle français. D'ailleurs, c'est le plus haut lieu de développement démographique de la francophonie, l'Afrique. Mm-hmm. C'est important de maintenir ces liens-là, parce qu'il y a plus de 300 millions de francophones dans le monde. Fait que quand moi, je me fais dire qu'on est petit et que c'est du repli sur soi, je suis comme, ben non. Puis quand je suis partie, là, mais je vais au Francophonie, puis je vois un spectacle de Lisa Leblanc, puis elle fait 3 chansons en anglais. Elle blâme pas elle. Mais j'étais naïve, parce qu'on m'expliquait après que c'était permis. Et je pensais que quand on allait au Franco de Montréal, c'est le nouveau nom, on chante en français. Parce que... Habituellement, c'est pas mal ça. C'est la mise en scène d'artistes francophones. Non? Ouais. Fait que, parce que 365 jours par année, je te dirais que l'anglais est pas mal en vedette. Hein? Fait que domine tous les postes de radio. Fait que bref, tu sais, pourquoi on se paierait pas ça? Moi, je t'ai vu te faire envoyer un paquet d'affaires. J'ai bien répondu. Oui, t'as bien répondu. J'ai bien répondu, mais pour moi, c'est un glissement. Puis, tu sais, on revient au Cowboy fringant. Puis ma suggestion de faire le show en direct. Puis je sais que la TV, c'est compliqué, là, mais c'est drôle, ça devait pas, pour d'autres affaires, ça ne devenait pas compliqué. Ouais. Tu sais, fait que tu sais, c'est cette transmission-là de culture sur des réseaux grand public on devrait prendre ça davantage au sérieux. Je sais pas combien qu'ils reçoivent là, en argent, là, en subvention, là, un festival comme les Franco, là, mais je le sais que c'est beaucoup par rapport à plein d'autres festivals en région, tu sais. Parce que ça ramasse la grosse part du gâteau. C'est normal, c'est un gros festival. Qui est important. Puis qui est là, ouais. Mais si on peut pas voir de la musique dans un événement en français au Québec, puis qu'on privilégie tout l'anglais, tu sais, les gens me comparaient avec le Festival d'été de Québec, là, par exemple. Là. C'est effarant, là, le nombre de groupes anglophones. Oui. C'est épeurant. C'est gigantesque. Oui, mais tu sais, pour pogner, il faut parler en anglais, puis il faut faire des chansons en anglais. Tu sais, je m'excuse, mais moi, je l'adore, Charlotte Cardin. Je trouve ça bon ce qu'elle fait, mais pour moi, c'est pareil comme n'importe quelle autre fille qui fait des chansons en anglais que j'ai vu chanter dans des honky-tonks à Nashville, qui sont très talentueux. La manière de se distinguer, je crois, c'est de le faire dans notre langue, puis en parallèle, de faire un album en anglais, comme Céline a fait. Ouais. On va célébrer le 2, là, l'album francophone le plus vendu de tous les temps. Là. Mais c'est la preuve. Elle est allée aux États-Unis, elle est allée leur parler dans leur langue. Elle a continué de faire carrière en français ici, puis carrière en français en Europe. Non, je sais, c'est bien... T'as pas besoin de me convaincre en passant. Non, je sais. Tu parles non, mais je sais, un disciple de tout ça. Là, mais je m'emballe, mais je veux juste plugger là, deux groupes que j'adore qui sont de Louisiane. Attends. Est-ce que ça embarque dans ta prescription, ça? Ben oui. OK, on part. Attends. OK. Alors, je veux tes suggestions. Mes suggestions. OK. On y va, parce que là, t'as failli te dévoiler il y a quelques instants. J'ai failli. J'aime ça les rassembler toutes ensemble, ces idées-là. Alors, on y va.
Moi, ça va être des suggestions musicales, puis ça va être des suggestions musicales de Louisiane et d'ici aussi. Alors, premièrement, en Louisiane, il y a un gars qui s'appelle Jordan Thibodeau. Jordan Thibodeau et les Rodailleurs. Et les Rodailleurs. Ouais, ça veut dire rôdeur. Ouais. Bon, bref. Je m'en doutais. Vous pouvez le suivre sur Instagram. Lui, c'est un chanteur et un boucher. Et ce gars-là, il est d'origine francophone et il chante et parle en français. C'est un violoniste qui finit toujours en bédaine sur la scène. Mais ce qui est le fun avec lui, c'est qu'il fait des capsules sur son Instagram qui s'appelle French du jour. Fait qu'il raconte des blagues en français, puis ils sont traduites en anglais sur à l'écrit, fait qu'ils sont sous-titrés en anglais et en français, à l'écrit en français cadien, parce qu'il faut dire cadien quand on parle français et non pas cajun. Donc, il faut le suivre sur Instagram, puis c'est super intéressant. Je veux juste dire, il y a 2 albums. En fait, il y en a un qui est sorti cette année, 2023, qui s'appelle La Prière. Puis en 2018, Boucan et Bouteille. Voilà. Boucan et Bouteille. Il y a une chanson sur ces cochons qui mangent tout puis qui n'arrêtent pas de se reproduire, qui est vraiment bonne. Puis sur La Prière, ça, c'est vraiment prenant parce qu'il a pris de la maturité puis il prend conscience de ce qu'il est en train de faire, de l'importance de ce qu'il est en train de faire. Puis justement, il explique que c'est une question de survie. Puis dans La Prière, qui est une chanson exceptionnelle, moi, j'ai pogné de quoi parce que je l'ai vu en spectacle à la Nouvelle-Orléans, justement. Il y a un passage qui dit... Tu vis ta culture ou tu tues ta culture, il n'y a pas de milieu. Puis moi, ça m'a vraiment marqué. Je me suis dit, je les ai vus, puis j'ai dit, on leur doit bien ça comme grand frère de la francophonie dans les Amériques, que d'honorer notre culture puis de la vivre. Fait que j'ai vraiment pogné de quoi. Mais il est excellent, ses capsules sont bonnes, puis il est surtout très près de la gang de Télé Louisiane. Qui est une télévision qui était sur la plateforme web, qui a grandi, c'était présent juste avant la pandémie. Puis là, ils sont une équipe de permanents qui a augmenté, puis il y a des pigistes, puis ils ont même des émissions qui sont présentées sur la chaîne publique de télévision là, qui est associée à PBS finalement. Il était en France à l'Élysée récemment pour aller chercher des fonds puis travailler aussi avec les différentes entités, différentes antennes françaises. C'est ça qui me fait rire, c'est il devrait venir aussi chez nous, mais on a beaucoup de programmes, cela dit, avec la Louisiane. Hein. On est quand même... le Québec est quand même présent, même partout en Amérique. Il y a des bureaux partout là, c'est pour faire du développement économique, du développement culturel. Là. Je suis épatée là, de tout ça. Là. Mais j'aimerais ça que Télé Louisiane vienne faire des collaborations avec nous ici. Mais il est près d'eux, puis il faut les suivre parce qu'il y a une série animée qui s'appelle Boudini. C'était l'histoire d'un magicien, d'un alligator, d'un Cadien typique, là, tigeant, puis tout ça, puis on comprend vraiment l'accent créole puis l'accent cadien dans ces dessins animés, là, c'est vraiment très bon. Je connaissais pas ça du tout. C'est très bon. Excellent. Mon autre suggestion, c'est toujours un Louisianais, c'est Louis Michaud. Louis Michaud, Louis Michaud, vous le connaissez peut-être parce que il a gagné des Grammys alors qu'il était membre d'un groupe, Louis Michaud and the Lost Bayou Ramblers. Lui, c'est un violoniste mais multi-instrumentiste, puis il est exceptionnel. Il est exceptionnel, il donne un show, là, il est en résidence au club Maple Leaf en ce moment à la Nouvelle-Orléans. Michaud, M-I-C-H-A-U-D. Non, C-H-O-T. Ah, OK, merci. C'est quand même... j'aurais pu fouiller longtemps. Son père était un universitaire, mais c'était aussi un musicien, puis il se produisait avec son frère, ça s'appelait les Frères Michaud. Et Louis Michaud va sortir un nouvel album en son nom à lui, un peu expérimental, au mois de septembre, le 15 septembre. Je vous invite aussi à le suivre sur les réseaux sociaux. Je l'ai vu 2 fois en spectacle. Je l'ai vu à Bayou Teche, qui est une microbrasserie à Arnaudville, où je vous invite fortement à aller parce que c'était très bon. Puis ça se passe dehors, puis ils font des pizzas, puis les bières sont super bonnes, mais il y a surtout une scène, parce qu'il y a toujours une scène en Louisiane, il y a toujours de la musique, tout le temps. Puis tu peux pas rester assis, il faut que tu danses. Si tu danses le 2 temps, je l'ai appris, c'est super facile. Fait que c'est ça, mais
je l'ai vu là, puis je l'ai vu au American Music Festival à Chicago, quand j'étais à Chicago il y a quelques semaines. Hasard, je le suis sur les réseaux sociaux. Je vois qu'il est en spectacle à Chicago. Je fais « Hey, on est là! » Ah, il dit, je vous réserve 2 places. Fait qu'on est allé le voir. Festival qui existe depuis 40 ans. Steve Earle était un des headliners. Comme c'est super impressionnant. Puis là, lui, il était là, puis avec sa musique. Puis ce qu'il fait, c'est que il y a beaucoup d'échantillonnage. En même temps, c'est traditionnel. Il chante qu'en français. Il a chanté 90 minutes en français dans un bar à Chicago. Moi, j'étais super impressionnée. Note aux francopholies. Puis, il fait des chansons de Louisianais. Il reprend des chansons traditionnelles qu'il met au goût du jour, puis des chansons de Louisianais modernes, dont Britney Spears. Et fait qu'il fait les chansons de Britney Spears en français. Qui réécrit, qui est tout ça. Okay, c'est drôle, mais c'est bon en même temps, là, puis il est funny, fun. Il est vraiment... Okay. C'est un musicien exceptionnel. Là, tu triperais de voir ce spectacle-là. Ben, mais sa musique, il y a plusieurs albums à son actif, puis c'est très bon. OK. Fait que... Cool. Ouais. Et c'est tout? Ça fait la musique... Tu veux que je suggère d'autres choses? Non, je pensais... Non, mais ça peut se conclure exactement comme ça, c'est super. L'émission sort... Attends, mais je veux juste suggérer autre chose. Oui, ben vas-y. La chaîne Racine musicale sur SiriusXM, dont la programmatrice est Mélissa Maya-Fatkenberg, avec qui on a travaillé. Oui. C'est excellent. Okay. C'est vraiment, là, ça mélange du traditionnel. C'est tout ce qui est country roots, en fait. C'est pour ça que ça s'appelle Racine. Et c'est toute la musique canadienne. Je fais des découvertes exceptionnelles, dont la chanson, je me rappelle plus du nom du gars, je me l'étais écrite, mais j'ai oublié de l'amener, mais c'est « Je cherche une femme avec une chainsaw ». Okay. C'est un gars de 70 ans passé qui a décidé de sortir une toune. Il écrit des tounes depuis super longtemps, mais pour ses 70 ans passés, il a décidé de se lancer, puis il a même fait un vidéoclip. Il y a comme 3 versions du vidéoclip. OK, je vais voir ça. Je cherche une femme avec une chainsaw parce qu'il y a froid en hiver. Okay. C'est tellement bien écrit, là, mais c'est grâce à elle que j'ai découvert ça. C'est vraiment une programmatrice hors pair. Okay. Tu sais, je recommande fortement... Tant qu'à faire, c'est vrai, je voulais commencer ça à l'émission. Tu sais, je t'ai invité pour jaser aujourd'hui, c'était cool. Toi... Qui tu penses que je devrais inviter? Est-ce qu'il y a une personnalité que tu trouves que ça serait intéressant avec qui je devrais jaser? J'ai décidé de demander ça à chaque invité maintenant. Hey, une personnalité à qui? Une personnalité, attention, là. Là, c'est pas obligé, là, d'être une vedette. Là. Non. Quelqu'un que tu trouves dans ta vie, que tu trouves qui est intéressant. Une personne avec qui je pourrais discuter puis je pourrais avoir un bel échange. Hey. J'aurais envie de te suggérer quelqu'un qui est du côté des agriculteurs. Mais en fait, la personne que tu devrais inviter, c'est Alison Van Rassel. Alison qui? Alison Van Rassel. Je sais pas c'est qui. Oh mon Dieu. C'est une de mes amies avec qui j'ai animé le retour à la maison de Chiz, 94.3, radio de l'Université Laval. OK. Et Alison a fait carrière dans les médias, elle aussi. Elle est restée du côté de Québec, bilingue, anime à CBC. Remplace parfois au complet le show du matin ou le show du retour. Mais elle est aussi du côté francophone et sa spécialité, ben, c'est tout ce qui est terroir, alimentation, etc. Okay. Et elle connaît tous les producteurs, tous les agriculteurs, toutes les innovations. Elle a voyagé partout dans le monde. Elle est allée manger des bars Nanaimo à Nanaimo. Mais elle a aussi son commerce et elle fait des chroniques à l'émission de Pénélope en vacances. Donc, elle était avec Evelyne Charruet ces temps-ci. Puis, elle est... fantastique. Vraiment, là, je veux dire, l'entendre parler là, de producteurs, de casse-croûte, de ci, de ça, là, c'est vraiment une fille extraordinaire. Okay. Son histoire vaut la peine d'être racontée. Regarde. Je la mets dans mon livre. J'ai décidé de commencer ça d'abord. Moi, j'ai une liste. Écoute, une immense liste de gens avec qui je veux discuter, mais des fois, je me dis, des fois, il faudrait que l'invité, je suis sûr que vous avez des personnalités que moi, des fois, ça passe sous les yeux, je vois pas. Mais là, regarde, c'est super, fantastique. Tu peux t'en suggérer un autre? Ah ben oui, vas-y. Ben, ça va sortir complètement de la boîte, puis ça va y avoir une curiosité par rapport à ça, mais Laurent Proulx. Le fameux carré vert, vous en rappelez? Oui. Ben oui. Et Laurent Proulx, c'est un entrepreneur. Il est très présent en Mauricie et dans le centre du Québec, le groupe Le Canadien.
Très gentil. Puis tu serais étonné d'avoir une conversation avec lui, comment ça peut être enrichissant. C'est lui qui a racheté le lieu d'invention de la poutine. Je me mêle toujours, c'est Roi Giuseppe ou Roi Julep. Je sais pas. C'est quoi? C'est Laurence Julep à Montréal, c'est Roi Giuseppe à Drummondville. C'est ça. Fait que c'est ça. Fait que tu devrais faire un entretien avec. Ouais. Ah, ben OK. Un ordre de noter. Ouais. Et l'émission sort quand? L'émission, c'est le 6 septembre. Ça va être le mercredi. Une belle case horaire, 19h30. C'est Sophia Bellamère qui la réalise. On l'a pas mentionné tout à l'heure, mais quand même, réalisatrice exceptionnelle, un talent qu'on va voir de plus en plus, j'en suis certaine, avec plein de projets. C'est vraiment une belle équipe, là. Ben oui. Mais je rappelle que c'est notre réalisatrice, notre producteur, c'est Franck Fiorito, Martin Carly, Laurie Zéphir, Simon Coutu, Maïssa Ferrat qui travaille avec nous. Fait que 19h30 le mercredi à partir du 6, puis on a 12 épisodes. Si vous voulez avoir un regard scientifique sur le bien-être, mais c'est l'endroit où on va vous expliquer c'est quoi l'effet placebo, par exemple, qui travaille avec les médicaments. Moi, j'étais fascinée là, par le... Parlez-vous de jeûne intermittent? Non, on l'a pas abordé. On l'a pas abordé celle-là. On a abordé le mode par défaut, c'est-à-dire que c'est l'art de rien faire, comme genre quand tu jardines, ta tête elle se met en mode par défaut. Puis ça, j'en ai discuté avec le docteur Ellenberg qui est spécialisé dans les commotions cérébrales à l'Université de Montréal. Puis c'est important le mode par défaut parce que pendant qu'on est dans ce mode-là, il y a des connexions qui se font dans notre cerveau, dans des zones qui se parlent pas normalement, puis là qui se parlent, fait que ça favorise au bout de la créativité. Puis c'est dans ce mode-là que quelqu'un qui a une commotion cérébrale devrait se mettre parce qu'on peut pas être stimulé par rien constamment. Fait que c'est ça, mais moi ça m'a fait triper l'effet de la lumière sur notre sommeil, l'effet de la lumière dans le jour sur notre sommeil. Puis c'est surtout que pour l'ensemble des sujets là, moi ce qui m'a fait triper là, c'est de savoir comment ça fonctionne pour être capable de mieux faire les choses. Exemple, le sommeil, on sait pas pourquoi on dort, à quoi ça sert. Mais le simple fait de le savoir, ça va nous aider à mieux dormir. C'est pas sorcier. Ah, ben cool. Hey, super, j'étais content de te voir. Aussi. C'est très longtemps, puis je te souhaite une bonne fin d'été, puis on refait ça une autre fois. Ben oui, tellement. Cool. Ciao. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.